Alors, est-ce qu'au nom de la liberté d'entreprendre, on peut faire encore mieux, Thomas Forêt? Merci d'abord pour cette invitation. Je vous avoue être beaucoup plus qu'honoré parce que vous savez, moi, ça fait 10 années maintenant que j'entreprends. Je vais vous raconter évidemment ça très rapidement. Et que j'ai l'impression de prêcher dans le désert. Non seulement de prêcher dans le désert, mais également de donner des coups d'épée dans l'eau en permanence. Et pourtant, les temps changent. Alors simplement, je voudrais vous dire, pour introduire mon propos, je voudrais vous raconter une toute petite histoire. C'est l'histoire de la naissance de ma société. Je ne suis pas ici pour en faire aucune publicité, mais simplement l'histoire est la suivante. Je fais partie d'une grande famille et j'ai épousé la cadette d'une grande famille. Donc, lorsque nous partons en vacances, eh bien, il y a beaucoup de monde. Et parmi ces gens-là, mon beau-frère, qui s'appelle Philippe, il y a maintenant 12 ans, qui était mon aîné depuis 15 ans, m'a posé la question suivante. Il m'a dit, Thomas, son fils, Corentin, venait d'avoir 11 ou 12 ans. Il m'a dit, Thomas, faudrait-il, selon toi, oui, parce que je vous ai pas dit, je suis considéré comme l'informaticien de la famille, donc c'est aussi bien réparer des box Internet ou répondre sur des questions philosophiques. J'ai préféré la deuxième option. Il m'a dit, Thomas, qu'est-ce que tu penses? Il me demande de s'inscrire sur Facebook, est-ce que je dis oui ou non? Alors j'ai beaucoup réfléchi à ce sujet. Moi j'avais ma petite fille qui avait 3 ans à l'époque, et je lui ai jamais donné de réponse. Je lui ai jamais donné de réponse parce que je pense que c'est une fausse et une mauvaise question. Je pense que cette question, elle nous est imposée par des gens qui n'ont pas conçu des plateformes faites pour nous, des gens qui sont des Américains, qui ont leur propre culture, qui ont leur propre façon de faire, mais qui n'est pas tout à fait la nôtre, même si on partage évidemment beaucoup. Et plutôt que de dire oui, bah de toute façon, permets-lui de l'inscrire, simplement vérifie ce qu'il fait, bon. Ou alors lui dire non, surtout interdit, c'est très mal, puis l'enfant, bien sûr, le fera derrière. Je me suis mis à coder, parce que j'ai toujours aimé le code, et je me suis mis à créer Waller pour ça, pour créer une idée nouvelle, en réalité, mais qui prend un peu son temps, parce que c'est toujours nouveau. C'est l'idée de plateformes, de réseaux sociaux, qui, dans leur ADN, sont aussi là pour protéger les internautes, protéger nos correspondances, nous donner la capacité de nous exprimer non seulement librement, publiquement, mais aussi beaucoup en privé, parce que les réseaux sociaux ont travesti quelque chose de fondamental qu'est la parole publique. Aujourd'hui, la parole publique, vous savez, elle devrait être très diversifiée, et elle ne devrait pas toujours être entièrement, je dirais largement ou mondialement publique. Et c'est tout le problème. Donc voici, simplement pour illustrer le démarrage de Waller. Je vais revenir un petit peu rapidement sur les sujets qui ont été abordés, et évidemment, je souhaite vous éclairer sur un point fondamental, c'est ce que sont ces plateformes dont nous parlons aujourd'hui. D'abord, aucune ne provient de nos sols. Aucune n'est européenne. Toutes, la plupart, en tout cas aujourd'hui, en ce qui nous concerne, sont américaines. Et évidemment, on entrevoit aussi des plateformes chinoises qui commencent à pénétrer nos marchés. Mais aucune n'a été conçue par nous. Elles ont toutes été conçues par des entrepreneurs, par des gens qui voulaient et qui veulent révolutionner le monde, qui veulent même créer un monde, et on le voit de façon maintenant très lumineuse avec l'avènement des métavers qu'il faut prendre avec le plus grand des sérieux. Et ces entrepreneurs ont évidemment trouvé un modèle économique absolument efficace qui est le modèle de la revente, de la captation, avant la revente, de la captation de nos données, de la revente de nos données, de la surexploitation de nos données, et par-dessus le marché, de la captation entière de ce que nous sommes et de notre quotidien. C'est cela qu'ils ont fait. C'est évidemment, moi c'est mon combat, probablement le combat d'une vie, nous verrons, mais c'est ce modèle de vente de données qui produit aujourd'hui les nombreuses problématiques auxquelles nous faisons face, et en particulier ces problématiques de régulation qui s'imposent à nous.
Et les législateurs ont parfaitement raison d'avoir enfin peut-être le courage d'agir, et c'est une nécessité absolue, mais ça ne sera jamais suffisant. Ça ne sera pas suffisant parce que, et c'est ce que je prône évidemment, ce qu'il faut faire en plus de légiférer, qui est une sorte de course, si vous voulez, entre les textes de loi qui sont évidemment le ciment de nos sociétés, il y a une course entre eux et cette technologie qui avance à 100 à l'heure et qui est dirigée aujourd'hui par des personnes qui ne sont pas représentatives de peuples, qui ne sont pas des États, qui sont ce que j'appelle moi des néo-États et qui, vous l'avez dit, ont désormais la puissance d'État. Et ce problème-là implique évidemment le fait d'agir. C'est pourquoi, à titre citoyen, moi je défends le fait d'agir, le fait d'enfin nous réveiller probablement d'une période enchantée ou une fausse période enchantée. Il nous s'agit de conduire aussi un investissement européen sur des plateformes qui puissent nous ressembler et culturellement nous correspondre et qui seront bien entendu beaucoup plus faciles à réguler. La culture, parce que c'est ce dont je parle, c'est le point essentiel. C'est parce que ces plateformes n'ont pas été conçues par nous qu'elles posent problème aujourd'hui et qu'elles nous posent des problèmes quasiment inextricables. Et c'est la raison pour laquelle il faut rebâtir, c'est cela le titre de mon livre, c'est « Après Facebook, rebâtir ». Ça ne veut pas dire que Facebook va s'arrêter, ça ne veut pas dire que Facebook va mourir, ou ni même probablement sera interdit, même si le commissaire Breton l'a indiqué. Ces choses-là apparaissent maintenant dans le DSA, mais ça n'arrivera pas. Ce qui doit arriver, c'est ce qui va remplacer ces plateformes. Alors évidemment, je parle un petit peu en militant quand je m'adresse à vous comme ça. En tout cas, c'est évidemment un vœu que j'ai au corps. C'est de pouvoir bâtir des modèles, des différents, qui ne sont pas, et vous l'avez compris, bâtis sur l'exploitation sans vergogne des données personnelles de nos concitoyens. Et c'est cela qu'il faut changer. C'est imaginer d'autres modèles qui permettent de répondre aux vrais besoins des utilisateurs afin de produire quelque chose de très simple, des outils. On a oublié ce qu'étaient des outils. Pendant des millénaires, bon, je suis ni historien ni quoi que ce soit, mais on a eu des outils qui nous ont permis de bâtir ce que, voilà, nos lieux de vie et tout ce que nous faisons. Et Internet était vu dès le départ comme un outil. Et les plateformes et ces logiciels que nous utilisons en permanence, probablement, beaucoup d'entre vous pensent encore que ce sont des outils qui rendent service. Je crois qu'il faut arrêter d'être aussi naïf. Ces plateformes ne sont plus des outils. Elles nous asservissent plutôt que nous servir, évidemment. Elles nous exploitent, elles captent toute notre attention en nous promettant, évidemment, une interconnexion permanente, qui est aussi, d'ailleurs, une philosophie qui n'est pas la nôtre. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est que, bon, d'abord, je ne suis pas seul, il y a des projets de plateformes alternatives, comme nous disons, même si moi je n'aime pas ce mot, parce que l'alternative, c'est déjà être un petit peu en dessous de ce que sont les autres, mais des plateformes alternatives, il en existe un grand nombre. Vous avez en France plus de 5 ou 6 000 éditeurs de logiciels, des PME, la plupart. Et là, je parle évidemment d'entreprises qui sont loin de cette idée de la valorisation excessive, des levées de fonds permanentes, qui sont aussi un modèle très américain en réalité. Et un modèle qui conduira à la perte de ces entreprises par nous. C'est-à-dire nous n'aurons plus à notre disposition ces entreprises qui seront revendues par ceux qui ont pris de l'avance, les plus riches, et ceux qui savent investir massivement sur ces technologies, les Américains. Il nous faut donc, à mon sens, créer de nouveaux modèles logiciels. Et d'ailleurs, vos propositions m'ont beaucoup intéressé parce que vous expliquez ce qu'il faudrait changer en réalité au cœur même des plateformes. Le fait que l'utilisateur puisse choisir comment il veut finalement utiliser son outil, c'est déjà se dire qu'il nous faut retrouver des outils. Et ensuite, c'est se dire qu'on voudrait modifier les plateformes existantes. Personnellement,
Je pense que c'est une bataille à mener, mais qui est une bataille qui va être très difficile, parce que nous sommes face à des architectes qui savent pertinemment ce qu'ils font. Je parle évidemment des dirigeants des plateformes, des géants du numérique, et qui ont tout imaginé, vous l'avez évoqué en parlant de dark patterns, qui sont en fait la façon dont sont construites ces plateformes d'un point de vue technique, et qui sont en réalité des patterns ou des, comment pourrait-on dire en français, des modalités qui sont cachées à l'utilisateur et qui produisent et qui induisent l'usage que nous avons aujourd'hui. Il faudrait effectivement que l'utilisateur retrouve du contrôle dessus. Mais moi, je suis plus radical que cela. Je pense qu'il nous faut concevoir des plateformes strictement indépendantes d'un point de vue technologique, et nous en avons la capacité, parce qu'on entend souvent le fait que nous sommes dépassés. Vous connaissez ça, nous avons déjà perdu la guerre du cloud, nous avons perdu la guerre de l'IA, à force de dire nous avons perdu, on va véritablement finir par perdre. Moi, je pense que rien n'est joué. Nous sommes à l'âge de pierre d'Internet. Ça vient simplement d'arriver à l'humanité, donc rien n'est joué. Et je pense que la vieille Europe, comme disait Barack Obama, il appelait l'Europe la grand-mère. Vous savez, les grands-mères, moi j'ai vécu un tout petit peu en Afrique, mais les vieux sont souvent considérés comme des sages. Et je pense que ce que doit être l'Europe, ce que doivent être aujourd'hui les entrepreneurs français, les entrepreneurs européens, ce doit être des sages, des personnes qui vont réfléchir un tout petit peu plus loin que le bout du simple nez, de pouvoir gagner toujours et encore plus d'argent, et pourquoi faire. Voilà, moi je suis en ce sens un humaniste, parce que je pense que le génie européen est là, la volonté est là. Il faut simplement dépoussiérer probablement aussi ces débats. Pendant très longtemps, vous savez, ces sujets que nous appelons la souveraineté étaient vus comme des mots que nous ne pouvions pas prononcer. Encore des mots sont interdits. Si vous parlez de protectionnisme en Europe, c'est quelque chose de très grave. Or, nous sommes assaillis aujourd'hui par ces technologies, mais pas seulement économiquement, dans nos vies quotidiennes. Chaque jour, chaque utilisateur, il faut bien comprendre, et donc il faut protéger évidemment tous nos citoyens de ces sujets. Vous avez parlé d'e-enfance, qui est une excellente initiative, et nos enfants, et c'est vraiment le sens de tout. Il faut protéger cette jeunesse qui, dès l'âge, moi j'ai des enfants qui sont à l'école primaire, ils sont les seuls à ne pas avoir de téléphone portable. Pardonnez-moi de m'en étonner, mais ne peut-on... Enfin, évidemment, maintenant, on interdit plus ou moins les portables, mais enfin, vous savez, ils en ont tous tout le temps en permanence. Donc, il y a un vrai sujet de société qui est là et qui est induit par ces modèles et ces plateformes qui devraient être combattus non seulement par la régulation, vous l'avez compris, mais aussi par le fait de rebâtir, d'oser penser que nous n'avons pas perdu la guerre ni de l'Internet, ni des réseaux sociaux, ni des plateformes, ni de quelque industrie que ce soit. Simplement, il me semble que l'Europe est plus philosophique, peut-être à une façon de démarrer un peu plus en mode diesel, pardonnez-moi l'expression. Mais je suis là aussi pour vous dire qu'il y a des gens comme moi, comme plein d'autres, qui croient à ça et qui consacreront chaque jour de nos vies à faire en sorte de concilier des modèles économiques rentables, des modèles économiques aussi d'ambition, d'innovation, avec ce sujet fondamental qui est la liberté d'expression, la protection de nos enfants, la capacité de protéger nos intérêts industriels, de développer une économie que nous puissions maîtriser. Et dans un monde aujourd'hui, vous le voyez, qui se tend, et en particulier dans le cyberespace, ces questions sont fondamentales, car, je terminerai par là, nous dépendons absolument de ces GAFA, enfin on ne dit pas le mot peut-être, enfin de ces géants du numérique. Nous dépendons stratégiquement d'eux, et nous le voyons, nous sommes encore beaucoup pieds et mains liés, parce que nous sommes frileux, peut-être, à encore espérer croire en ce que nous sommes, mais moi j'y crois fermement. Merci beaucoup Thomas de ce message de conclusion qui est à la fois d'alerte et surtout d'espoir, ce que je trouve extrêmement rassurant. Alors je vous passe la parole à la fois dans la salle et sur les écrans.
si vous avez des questions pour nos intervenants. Ma question est à propos des dangers d'une régulation trop importante des médias, notamment des plateformes européennes. Nous sommes actuellement en France en pleines élections. La première, l'élection présidentielle, clé dans notre système politique français centralisé, a été sensible et nous avons échappé de peu aux populistes. Comment pouvons-nous donc légiférer et réguler les réseaux sociaux dans un paysage politique européen au bord du populisme? Comment éviter de créer des outils de propagande si des pouvoirs autocratiques arrivent au pouvoir? Et quels en sont les garde-fous? J'ai une réponse pour vous. Vous allez pouvoir lire le rapport du Conseil d'État qui vous donnera toutes les réponses sur la question. C'est une question gigantesque. Je vous en prie, Thomas. Je vais essayer de dire 2 mots. J'aime bien les questions pièges. Merci. Moi, je dirais que votre question est déjà biaisée, parce que vous avez déjà un avis politique personnel qui consiste à penser que le populisme est un avis qui ne devrait pas, probablement pas exister sur Internet. Ça, c'est contraire à la liberté d'expression. Moi, je pense qu'il faut que nous ne soyons pas ni d'un bord ni d'un autre quand il s'agit de réguler la liberté. Évidemment, il y a des cadres. La liberté s'arrête quand on parle de violence, quand on parle de menaces, quand on parle de pédophilie ou autre, ou de terrorisme. Mais concernant les avis politiques, il est quand même intéressant de considérer que les outils de propagande que vous dénoncez existent déjà en réalité. Les médias sociaux américains portent une philosophie progressiste américaine. On en pense du bien, on en pense du moins bien. C'est une réalité. Voilà, et donc le vrai sujet, c'est probablement de réussir à imposer nos propres règles, quelles qu'elles soient, et de défendre à tout prix, puisque vous voulez défendre la désinformation, il faut aussi défendre la liberté réelle d'expression qui m'apparaît, moi, évidemment, fondamentale. Merci beaucoup. Alors, une question d'internaute, car il faut quand même que les milliers de personnes derrière les écrans puissent aussi s'exprimer. C'est une question pour Monsieur Fauré. Alors, Monsieur Fauré, le président de la République a appelé à la création d'un réseau social européen. Qu'en pensez-vous? Il existe. Non, oui, ce qu'a dit le président Emmanuel Macron, c'est la volonté de créer un métavers européen, si je ne dis pas de bêtises. Je suis très prudent par rapport à cela. Pourquoi? Parce que, précisément pour revenir sur les propos que j'ai eus au départ, c'est qu'il ne nous faut pas reproduire sans cesse, recopier sans cesse des produits qui ont été imaginés par d'autres cultures. Il nous faut, nous, imaginer nos propres plateformes. Déjà, les réseaux sociaux, bon, c'est un peu vain de pouvoir copier quelque chose. On a tenté de copier Google, un moteur de recherche, on a vu ce que ça a donné. Hein. Y avait-il une véritable volonté? Je ne sais pas. Et puis maintenant, on veut copier les métavers. Moi, je suis... Alors, d'abord, le sujet de réflexion ne fait que démarrer. Et ça, peut-être il y aura des cycles des années suivantes. Mais je n'imagine pas, si vous voulez, qu'on puisse faire la promotion, sous quelque angle que ce soit, d'une société de gens qui ne vivent que dans un monde qui n'existe pas. Alors évidemment, on pourra dire qu'il existe, etc., etc. En tout cas, ce ne sera pas le monde physique. Donc je trouve ça un peu hâtif de dire qu'il nous faut créer un métavers européen. En revanche, je défends cette idée du rebâtir. Il nous faut travailler à créer des OS souverains. Il nous faut travailler à faire émerger des hébergeurs européens avec des technologies européennes. Il nous faut travailler à probablement construire des plateformes de communication simples dont font partie cette génération de réseaux sociaux dont nous parlons dès maintenant. Et ça sans attendre, sans se projeter une fois de plus dans cette future guerre que probablement nous n'avons pas encore perdue et que nous finirons par perdre, comme toutes les guerres soi-disant déjà perdues. Merci infiniment.